je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans. J'habite dans un petit village du sud-ouest de la France, situé à peu près entre Agen et Toulouse. Je travaille du coup chez Lacoste depuis 14 ans en tant que commerciale. J'ai fait 7 ans dans la fourniture de bureau et j'ai fait donc 7 ans dans la fourniture scolaire, dont un an et demi d'arrêt maladie. Je suis maman de 2 enfants. Lola qui a 9 ans, Marius qui a 5 ans, et je suis mariée. Donc, pour que vous communiquiez quelques chiffres qui, à mon sens, me paraissent importants par rapport au cancer. Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Alors, je précise bien par cancer, puisqu'en réalité, la première cause en France de mortalité chez la femme, c'est dû à des maladies cardiovasculaires, l'infarctus et l'AVC. C'est donc la première cause de mortalité chez les femmes par cancer. Donc, mais que cette maladie touche également les hommes, puisque c'est 1 à 2 de cas par an. Et il y a des facteurs de risque, effectivement, pour vous aussi, messieurs. Le premier facteur de risque pour développer un cancer du sein, c'est si vous avez des facteurs héréditaires. C'est-à-dire si votre mère ou une de vos sœurs a déjà développé un cancer du sein. Vous êtes plus à même à le développer. Le deuxième facteur, c'est l'âge. Passé 50 ans, les risques évoluent. Voilà. Et le troisième facteur qui, à mon avis, va vous faire un petit peu sourire, c'est au niveau de votre foie. Une consommation d'alcool au-delà, on va dire, des normes recommandées, augmente le risque de développer un cancer du sein. Donc, si votre mère ou votre sœur a eu un cancer, si vous avez plus de 50 ans et que vous buvez un petit peu trop d'alcool, que voilà, vous avez les 3 facteurs de risque au niveau voilà, du cancer du sein. Alors, de façon plus générale, donc, c'est 60 000 nouveaux cas de cancer par an. Et il y a 60 000 nouveaux cas et il y a 12 000 cas de mortalité par an. Donc, c'est quand même pas rien. En 30 ans, donc à peu près depuis mon âge, depuis les années 90, le nombre de cas du cancer du sein chez la femme a été multiplié par 2. Et il y a une inquiétude grandissante au niveau des très jeunes patientes, les 18-35 ans, puisque la statistique a montré que les cas ont été augmentés de 5, enfin, ont été multipliés pardon, par 5. Donc c'est vraiment une grosse inquiétude au niveau des très jeunes patientes. Alors chez les femmes, de façon générale, il y a 4 facteurs de risque pour nous qui sont reconnus. Le premier, pareil comme les hommes, c'est bien sûr les antécédents familiaux. Une mère, une sœur, une tante, une cousine qui a eu un cancer du sein peut nous alerter. La deuxième chose, c'est l'âge. À partir de 60 ans, les risques voilà, évoluent. Le troisième facteur, c'est l'hygiène de vie, consommation d'alcool, obésité, sédentarité. Et le quatrième facteur, ce sont les antécédents personnels, bien sûr. Si on a déjà eu nous-mêmes un cancer du sein, on a plus de risques de récidive qu'une femme qui n'a jamais rien eu et qui n'a pas de prédisposition génétique à avoir un cancer. Il faut savoir quand même qu'il y a une femme sur 8 qui sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Et une femme sur 8, si on le rapproche, nous, chez Lacoste, nous sommes environ 250 salariés. Ça veut dire qu'une petite trentaine de femmes seront touchées par le cancer du sein, si on part sur ce ratio de 1 sur 8. Donc une petite trentaine de femmes, dont, à ma connaissance, déjà une bonne dizaine d'entre nous qui avons vécu ce combat. Voilà. Pour permettre d'évaluer le cancer du sein, sa gravité et derrière mettre en place un protocole, il y a 2 caractéristiques qui sont importantes à prendre en compte. C'est l'âge de la patiente et c'est le stade de son cancer. Je vous explique. Parmi les 60 000 nouveaux cas, donc à peu près, c'est 62 000 le chiffre de l'année dernière, nouveaux cas par an de détection au niveau du cancer du sein. Il y a 2000 cas dans la catégorie des très jeunes patientes. Les très jeunes patientes, ce sont les 18-35 ans. Et la problématique chez ces femmes-là, c'est que vu qu'elles sont en pleine forme, ben, les bonnes cellules vont très bien, donc les mauvaises cellules se développent également très vite. Ensuite, il y a la catégorie des jeunes patientes, c'est les 35-50 ans, c'est environ 6 000 nouveaux cas par an. Et ensuite, les patientes classiques qu'on appelle, c'est donc au-delà de 50 ans. Et ces patientes-là sont à peu près en nombre à 52 000 nouveaux cas par an. Alors pourquoi aussi ce chiffre est
exponentielle par rapport aux autres catégories, tout simplement parce que vous, à partir de 50 ans, vous avez accès au dépistage. Les mammographies tous les 2 ans, qui sont gratuites, etc. Donc ça, c'est vraiment une chance en France de pouvoir, voilà, avoir ce droit à la mammographie, au dépistage à partir de 50 ans. Au niveau des stades, alors je vais essayer d'être la plus concise possible, mais en même temps de vous montrer que les différents paliers, entre guillemets, et la gravité derrière qui s'ajoute à ça. Le stade 1, quand on a un cancer du sein, c'est que la tumeur, elle est située uniquement dans le sein et qu'elle fait moins de 2 cm. Donc en gros, c'est 6 mois de traitement, une petite opération du sein pour sortir la tumeur et quelques séances de radiothérapie. Le stade 2, c'est quand la tumeur mesure entre 2 et 5 cm et qu'elle s'est étendue jusqu'à au moins un ganglion. Les ganglions sont situés au niveau de l'aisselle, quoi, sous le bras. Voilà. Donc stade 2, c'est environ 1 an de traitement. Ça demande une opération, de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Donc là, déjà, on commence à être sur quelque chose d'un peu plus long et d'un peu plus costaud. Le stade 3, c'est donc lorsque la tumeur a tendance à se développer très rapidement, qu'elle mesure entre 2 et 5 cm et qu'elle a envahi les ganglions à hauteur de 3 à 4 ganglions. Voilà. Là, c'est entre 12 et 16 mois de traitement avec toujours pareil, opération, radiothérapie, chimiothérapie, voilà. Donc là, stade 3, c'est intense. Et le stade 4, c'est vraiment le stade le plus critique, si je peux dire ça comme ça. C'était en l'occurrence donc le mien, je vous expliquerai après. Le stade 4, donc, c'est quand il y a plusieurs tumeurs dans le sein, que ces tumeurs sont supérieures à 5 cm et que plus de 4 ganglions ont été atteints. Alors, très rapidement, quand je vous parle des ganglions, vous ne savez peut-être pas l'utilité que ça a. Un ganglion, si vous voulez, la chaîne ganglionnaire, on appelle ça la chaîne sentinelle, ça sert de protection. Quand on a des tumeurs dans la poitrine, dans le sein en l'occurrence, pour éviter que ces tumeurs se détachent et partent en métastase sur d'autres organes du corps, les ganglions font protection. Une fois que cette chaîne ganglionnaire, elle a été atteinte, qu'il y a au moins un ganglion qui est cancéreux, ça veut dire que vous avez de forts risques derrière de métastase. Voilà. Donc, si c'est bon pour vous, je vais essayer de vous raconter rapidement mon expérience. C'est tout bon? C'est bon. Ouais, c'est assez clair, c'est pas, je vous ai pas embrouillé sur les stades et les, c'est bon? Non, ouais, c'est bien. Allez. Donc, mon expérience. Euh, alors, nous sommes fin mars 2022. Je viens de fêter mes 32 ans et pour le coup, ben, j'ai jamais réalisé de mammographie, vu mon âge. Je dois en réaliser une entre mes 35 et mes 40 ans puisque j'ai une prédisposition génétique. Ma mère et ma tante ont toutes les deux eu un cancer du sein. Donc c'est vrai que voilà, la gynécologue avait dit, Marie, vers 35-40 ans, on fera une première mammo, histoire de, voilà, de voir que, de s'assurer que tout aille bien. Par contre, à côté de ça, moi j'ai l'habitude, depuis que j'ai 18-20 ans à peu près, de me réaliser des autopalpations mammaires. Alors pas tous les jours, hein, mais voilà, une fois par semaine, ouais, une fois par semaine à peu près. Alors je fais la petite parenthèse. Il y a plein de femmes qui ne savent pas s'autopalper. Alors, s'autopalper, c'est ultra simple, hein, il suffit de vous le montrer une fois, en fait. Si vous voulez, après, dans les questions-réponses, voilà, je pourrais vous expliquer très rapidement, voilà, comment on fait. Pour le coup, moi, c'est 3 minutes, mais c'est 3 minutes qui m'ont sauvé la vie, clairement, hein. Euh, donc, fin mars 2022, je sens une boule dans mon sein. Immédiatement, je la qualifie de cancer, voilà. En l'espace de 15 jours, je fais une multitude d'examens, donc échographie, mammographie, IRM, biopsie. Et donc, on m'annonce effectivement que ben, la grosseur que j'ai sentie, c'était bien une tumeur cancéreuse. Et on m'annonce également ce jour-là que chez les jeunes patientes, euh, ça évolue extrêmement vite. Et donc, on me laisse entendre que ma situation va être très rapidement critique, puisqu'en fait, ben, je n'ai pas une, mais 3 tumeurs dans le sein gauche, que j'ai une petite métastase sur le foie, que j'ai 5 ganglions qui sont cancéreux. Donc clairement,
tous les critères sont mauvais. Pour que vous puissiez vous rendre compte, j'avais un abricot cancéreux dans le sein. Voilà. Donc j'en suis à un stade 4. J'ai les antécédents familiaux, je suis dans la pire catégorie, donc les 18-35 ans. Voilà, c'est compliqué. Et mon objectif à ce moment-là, mon oncologue me dit, Marie, on va partir en guerre pendant 500 jours. Donc moi, sur le coup, je me dis 500 jours, bon, c'est long, mais c'est court, quoi. Enfin, Et elle me dit une phrase qui m'interpelle, elle me dit, il va falloir se battre contre la mort et pour la vie pendant 500 jours. Et là, clairement, c'est toutes les cartes hein, qui sont étalées. Des projets qui sont modifiés, des envies qui sont différentes et des changements. On emporte toute la famille, hein, voilà. Moi, j'avais mon mari, mes enfants et du jour au lendemain, tout bascule. Donc derrière ces 16 mois de traitement intensif, j'ai eu de lourdes chimiothérapies, une opération de la poitrine, un curage axillaire. Alors le curage axillaire, en fait, sur les 20 ganglions que j'avais sur le bras gauche, puisque mon cancer était du côté du sein gauche, en fait, pour vous le schématiser, ils prennent comme un petit harpon, comme d'une canne à pêche. Ils viennent ici tirer au niveau du bas du poignet. Donc le bras est suspendu hein, en l'air. Et ils tirent tout le système lymphatique. Et donc moi, ils m'ont laissé un ganglion à analyser en cas de récidive. Voilà. Donc on m'a sorti 19 ganglions, donc lourde opération. Ensuite, j'ai eu 39 séances quotidiennes de radiothérapie. Donc là, tous les jours, on part en clinique. Voilà, faire des rayons au niveau du sein et du ganglion. Et ensuite, j'ai à nouveau eu des injections de chimio. Voilà. Donc, les conséquences de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est très lourd. C'est des hauts et des bas. C'est 500 jours d'un combat quotidien. Clairement, j'ai connu une fatigue intense, mais dont on ne peut même pas s'imaginer. Je suis devenue chauve. Mon sein a brûlé à cause des rayons, parce que 39 séances de rayons, c'est voilà, c'est beaucoup quotidiennement. Les chimiothérapies peuvent rendre stérile et en l'occurrence, pour ma part, je ne pourrais plus avoir d'enfant. Mes ongles se sont cassés, certains sont même tombés. J'ai eu énormément de crevasses aussi dans les mains et au niveau des pieds. Donc ça, c'était extrêmement douloureux au quotidien. J'ai perdu du coup une bonne partie de la mobilité de mon bras gauche, puisqu'avec le curage axillaire et cette ponction du système lymphatique, j'ai donc encore 3 séances de kiné chaque semaine, et ça donc depuis 1 an et demi. Moi, mon objectif, c'est de retrouver 100% de la mobilité de mon bras. Alors bon, ma kiné, mon oncologue me disent ne te mets pas la barre trop haute, hein, Marie, parce que bon, voilà. Mais voilà, j'ai toujours à l'esprit un certain séminaire où on avait rencontré un certain Philippe Croison qui nous avait bien expliqué que rien n'était impossible. Et voilà, moi je me donne 5 ans, je suis sûre que j'arriverai à retrouver la mobilité totale de mon bras. C'est du moins mon objectif. Également, j'ai dû apprendre à travailler ma motricité fine. Alors en fait, ça ne fait pas partie des effets secondaires, enfin du moins c'est pas listé. Mais voilà, réapprendre à écrire avec un stylo, c'est compliqué pour moi. Nager, c'est compliqué pour moi, parce qu'on ne se rend pas compte aussi des mouvements, voilà. Et surtout devant le miroir. Alors là, ça a été un petit peu compliqué, puisque le traitement est très costaud, hein, avec voilà, hein, tous les critères que je vous ai décrits, hein, un stade 4A, voilà, hein, une maladie qui s'accélère, voilà, qui évolue extrêmement vite, hein. Et donc voilà, de se voir chauve, j'ai la poitrine, j'ai une bonne soixantaine de points tout autour de la poitrine et au niveau du bras. Quelque chose aussi qui a été assez compliqué, c'est lorsque mon oncologue m'a demandé d'aller chez le notaire pour écrire un testament. Puisque, voilà, elle m'a dit, la détermination ne suffira peut-être pas à gagner ce combat. Donc voilà, c'est quand même pas classique, si je peux dire ça comme ça, de devoir faire son testament à 32 ans. C'est
tomber très bas, devoir se relever très haut, parce qu'en fait, c'est 500 jours, mais c'est de façon quotidienne, hein. Voilà. Heureusement, j'ai été extrêmement bien soutenue, extrêmement bien entourée, parce que je pense, sincèrement, que c'est ce qui m'a sauvée. Voilà. Après, j'ai mon caractère, j'ai voilà, mon dynamisme, mais clairement, voilà. Parce que finalement, on est toujours seul dans un combat comme celui-ci. On est seul dans l'effort, voilà, dans le traitement et autres, hein. Mais d'être très bien entouré, c'est quand même, pour moi du moins, voilà, ce qui m'a sauvée, parce que je suis quand même partie de très loin, quoi. Petite anecdote, hein, un jour, mon oncologue me dit, c'était un jeudi à 10h, 10h, 10h30, elle me dit, Marie, tout va bien pour vous? Votre mari, il est toujours là? Alors je lui réponds, ben non, à cette heure-ci, il doit être au travail. Et elle me répond, non, non, mais je veux dire, est-ce qu'il est toujours là, à la maison? Et donc moi, bêtement, je lui réponds à nouveau, ben non, à l'heure qu'il est, je pense qu'il est au travail. Et là, mon oncologue, avec un petit sourire, me dit, je pense que vous ne comprenez pas ma question, je voulais savoir s'il était toujours présent à vos côtés. Et alors moi, je rigole et je lui réponds, ben, vous voulez qu'il aille où? Et elle m'annonce ce jour-là qu'en fait, un couple sur deux se quitte, hein, lorsque la femme ou le mari atteint un cancer. Tellement le choc est violent, tellement il y a des changements physiques, tellement qu'il y a des changements psychologiques, tellement qu'il y a des changements au niveau de l'intimité, de tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que je remercie aussi tous les jours mon mari, voilà, d'être là et d'être toujours là, parce que c'était ultra important. Euh, et petite parenthèse aussi, euh, alors mardi, quand on a démarré le Zoom, Laurent, voilà, a dit que j'étais, voilà, un petit peu émue à l'idée de, voilà, de faire ce Zoom aujourd'hui devant vous. Et c'est vrai, c'est pas qu'un peu. Alors, pourquoi c'est pas qu'un peu? Parce que en avril 2022, mon oncologue m'a dit la phrase que je vous ai dite tout à l'heure, se battre pour la vie et contre la mort. Et elle m'a dit clairement, vous aviez votre bonne étoile, Marie, parce que si vous n'aviez pas senti une des tumeurs que vous aviez du coup dans le sein, dans maximum 18 mois, vous n'auriez plus été parmi nous. Et donc depuis ce mois d'avril 2022, 18 mois, c'est donc octobre 2023. Donc au-delà de toute la symbolique d'Octobre Rose, hein, je suis très fière et très émue du coup de pouvoir être là devant vous et de pouvoir voilà, vous parler de mon expérience, essayer au maximum de vous sensibiliser par rapport à tout ça. Et puis surtout, voilà, vous dire que rien n'est impossible. Moi, entre-temps, j'ai appris du coup que j'étais porteuse d'une mutation génétique qui s'appelle le BRCA2. Le BRCA2, ça signifie que j'ai 86% de probabilité de redévelopper un cancer du sein et 60% de probabilité de développer un cancer des ovaires et de l'utérus. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave, hein. J'ai fait le choix et je prends la décision du coup au mois de mars de faire l'ablation de ma poitrine. Donc ça demande voilà, 8 heures au bloc, 2 à 3 mois d'arrêt maladie après, pour la reconstruction et autres, hein. Mais je me dis plutôt que de vivre avec voilà, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, autant anticiper et faire ce qu'il faut pour, euh, pour se mettre à l'abri d'une récidive. Voilà. Euh, Avant de finir, je voudrais vous dire, voilà, je suis un petit peu émue, pardon. Je voudrais vraiment vous sensibiliser vers le dépistage. Parce que aujourd'hui, euh, il y a une femme sur deux de plus de 50 ans qui ne va pas se faire dépister. Alors par choix, peu importe, hein, par peur du résultat, par peur d'avoir mal lors de la mammographie. Une femme sur deux. Alors que c'est gratuit. Très sincèrement, la mammographie, alors oui, c'est sûr, hein, ça aplatit le sein, mais c'est pas en outre mesure très douloureux. Et puis, ça peut vous sauver la vie. Ça peut aussi vous éviter que le stade de votre cancer évolue de trop. Comme je vous ai cité tout à l'heure, hein, si vous avez un cancer stade 1 ou stade 2, c'est jouable et c'est sans trop de conséquences, hein. Un stade 3, ça devient compliqué. Un stade 4, ça devient critique. Donc, c'est vrai que
plus que jamais, voilà, je vous incite vraiment, à partir de 50 ans, du coup, allez vous faire dépister. Euh, Si vous avez après entre 18 ans et 50 ans de façon plus globale et que vous n'avez pas d'antécédents familiaux, vous réalisez une autopalpation de votre poitrine au moins une fois par mois. Je dis souvent maintenant, il faut connaître aussi bien ses seins que ses mains. Alors souvent, ça fait rire mes copines quand je leur dis ça, mais clairement, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voyez une anomalie, un changement quelconque de votre poitrine, n'hésitez pas à aller consulter, vraiment. Euh, Vous n'irez jamais consulter pour rien. Il vaut mieux aller consulter votre sage-femme, votre gynécologue pour rien que de passer vraiment à côté de quelque chose. Ensuite, si vous avez entre 18 et 50 ans, mais que vous avez eu des antécédents familiaux, en ligne directe, votre mère, grand-mère ou une de vos sœurs, vous réalisez une palpation, une autopalpation de votre poitrine chaque semaine et vous avez le droit, je le précise parce que beaucoup de femmes ne le savent pas, vous avez le droit de demander à votre gynécologue de réaliser un test d'oncogénétique. L'oncogénétique, c'est ce que j'ai demandé pour ma part. Ça va vous créer, si vous voulez, un arbre généalogique de votre patrimoine génital, c'est-à-dire voilà, de tous vos gènes, et vous saurez ainsi si voilà, il y a un des gènes qui n'est pas bon, quoi, voilà. Ensuite, si vous avez donc au-delà de 50 ans et sans antécédents familiaux particuliers, je vous l'ai dit tout à l'heure, faites-vous dépister, vraiment, j'insiste sur ça parce que ça m'a choqué vraiment, et le terme est fort, mais ça m'a choqué quand j'ai appris qu'une femme sur deux ne souhaitait pas ou n'allait pas du moins se faire dépister. Ça m'a, voilà, ça m'a mise en colère, ça m'a énervée, vraiment. Et pour finir avec vous, messieurs, quel que soit votre âge, si votre maman, votre sœur ou une cousine, voilà, enfin surtout votre maman ou votre sœur a déjà développé un cancer du sein, que vous faites partie de tous ces facteurs que je vous ai dit en début du Zoom, plus de 50 ans, des risques familiaux, etc., vous avez également le droit de demander une échographie mammaire. Euh, voilà, on peut vous le faire en hôpital, en clinique, dans un cabinet privé, peu importe. Vous êtes en droit de le demander et ce sera gratuit. Voilà. Euh, je crois que j'ai fini. Je voudrais conclure avec une phrase qui a pris pour moi tout son sens pendant ce long combat, pendant ces 18 mois d'arrêt maladie, pendant ces 18 mois où j'ai pris 20 ans de maturité, pendant ces 18 mois où ben, tout a basculé. Cette phrase, c'est euh, quand vivre devient le combat, chaque jour est une victoire. Voilà. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, moi, je suis Marie-Françoise. Voilà, j'ai vu avec Marie pour intervenir juste après elle. Voilà, je travaille dans la société depuis 2017. Et alors, j'ai eu moi aussi, à la même période que Marie, un cancer du sein hormonodépendant. Donc, voilà, il y a malheureusement des cancers génétiques, mais il y a aussi et beaucoup de cancers hormonaux. Et c'est le cancer le plus courant au niveau du cancer du sein. Voilà. Alors, pour ma part, c'était un cancer de stade 2 avec donc une tumeur de 2 cm, avec un grade 3 au niveau des hormones, parce que j'avais mes récepteurs estrogènes et progestérone à 95%. Ça veut dire que je fabrique beaucoup d'hormones. Voilà. Donc, ça a été un traitement lourd aussi, avec donc une opération où on m'a enlevé ma tumeur, où on m'a enlevé 2 ganglions et ils se sont aperçus que des ganglions étaient ouverts. Donc, pour éviter justement que ça se propage, qu'il y ait des métastases, donc j'ai eu de la chimio de juillet à novembre avec 28 séances de radiothérapie par la suite. Et par rapport à ce cancer, le problème, c'est qu'une fois que les gros traitements sont finis, après, pendant 5 ans, j'ai aussi un traitement de l'hormonothérapie qui amène aussi des effets secondaires pas très agréables, mais
qu'on peut du coup, euh, am- comment dire, où je mets en place donc en faisant du sport adapté, en faisant des kinés pour diminuer ces effets secondaires. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est une période d'une vie pas facile à vivre, comme disait Marie. La famille est un grand soutien, les collègues, les amis. Et c'est vrai que pour éviter aussi des récidives, cet été, je me suis fait opérer. J'ai fait comment dire, je ne vais pas utiliser le mot médical parce qu'il est très compliqué. On m'a enlevé les trompes et les ovaires pour éviter une récidive sur les ovaires, puisque les ovaires, ça génère donc des hormones. Voilà. Voilà. Donc j'espère que tout ce que vous a dit Marie, vous allez du coup pouvoir aussi être sensible au dépistage et puis faire attention à vous. C'est ça le plus important. Voilà. Merci. Marie, si tu m'autorises, moi j'aimerais aussi partager Mais, mon mais vécu. bien sûr, avec plaisir, Magali, Forcément, vas-y. moi c'est de 2019 où par une palpation, effectivement, une autopalpation, j'ai senti une petite bille, vraiment un petit truc au sein gauche. euh, où j'ai déclenché forcément mammographie et donc une biopsie immédiate lors de la mammographie parce que c'était plutôt pas bien. Suite à ça, 8 jours après, rendez-vous gynéco pour programmer une intervention chirurgicale pour retirer cette tumeur. Et lors de mon examen chez la gynéco, elle m'a détecté à l'autre sein un autre cancer. Donc, les deux seins étaient touchés à 8 jours d'intervalle. Donc, bon, l'effet qui se coule, il est plutôt violent, j'avoue. Euh, Par contre, effectivement, je l'ai dit sur LinkedIn, je le redis, l'autopalpation, les examens, c'est hyper important parce que moi, sein gauche, ce que je me suis détecté, c'était un stade 2. L'autre de ma gynéco, c'était un stade 1. On a retiré des ganglions. Le stade 1, il n'y avait rien, en retirant 3 ganglions. Le stade 2, on m'a retiré 7 ganglions, dont 2 étaient micro-métastasés. Cette année-là, malgré mon suivi très régulier, je devais faire une mammographie dans le cycle normal de mes visites gynéco et voilà, mon suivi. Je devais faire une mammographie, pardon, au mois de novembre. Et nous étions le 31 janvier. Je n'avais pas fait cette autopalpation, et si Dieu m'avait pas aidé aussi, certainement, je ne sais pas où j'en serais au mois de novembre. Parce qu'entre janvier et novembre, quand il y a déjà un stade 2 et 2 ganglions micrométastasés, on ne sait pas les dégâts que ça peut faire. Cette semaine, ma fille, qui a 29 ans, m'a envoyé un message enfin, me disant qu'elle était fatiguée et me disant qu'elle s'était réveillée à 5 heures du matin avec un ganglion sous l'aisselle et, et une douleur. Excusez-moi, on me remet seulement de mes émotions. Je l'ai envoyé forcément chez le médecin et j'ai la chance d'avoir le labo qui est une de mes clientes. Et plutôt que d'attendre 4 jours sa mammographie qui était prête pour le lundi, j'ai réussi à lui avoir pour le lendemain après-midi une mammographie en urgence. Il n'y a rien. Mais franchement, j'ai vécu les 30 heures les pires de ma vie cette semaine. Voilà, c'est l'émotion qui ressurgit, la fatigue et aussi Marie-Françoise et Marie, nos souvenirs qui pourraient être beaucoup plus agréables sur certains points de vue. Et franchement, voilà, moi, je sais que maintenant, je suis un facteur à risque pour ma fille aussi. Et même avec ses 29 ans, j'ai flippé ma race, comme on dit, cette semaine, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà, lavez-vous à la main sous la douche, voilà, et faites vos examens le plus régulièrement possible. Et Marie, bravo et super, et Marie-Françoise aussi, on est des warriors. Voilà, merci à vous, en tout cas. Moi, je vais Excusez-moi pour revenir l'émotion. juste, pardon, pardon Magali, je reviens juste, Oui. moi,
Pour ma part, je m'en suis aperçue vraiment à me regarder dans le miroir. Ma poitrine, mon sein droit a changé. Il y avait une fossette sur le sein. En fait, je pensais même que c'était la couture du soutien-gorge, un soutien-gorge trop petit. Et en fin de journée, ça me serrait. Mais cette fossette, elle était là depuis plusieurs jours, plusieurs jours. Et puis, je me suis amusée avec mon petit et j'ai senti une boule au-dessus du sein. Et voilà. Et franchement, l'instinct fait que on cherche pas, on va voir le docteur et on y va. Et j'ai bien fait. Mais même des fois, surtout quand on a une grosse poitrine, qu'on a un volume mammaire important, on peut ne pas sentir Mm. la boule, mais il faut faire vraiment attention à sa poitrine. Si elle change, si elle rougit, si vous avez des fossettes, faites attention. Voilà. Au niveau du mamelon aussi, une déformation au niveau Oui, du mamelon, oui, un changement de couleur aussi par moment. Ça peut voilà. être important. Ça peut être important. Oui, je vous ai pas dit aussi, en fait, pour voir le protocole et comment lancer le traitement, ils mettent une note à la patiente. Je ne sais pas si pour vous, Marie-Françoise et Magali, c'était pareil. Moi, du coup, ils mettaient une note. Plus la note est élevée, plus le cas est critique, quoi. Enfin, voilà, compliqué à traiter. Mm. Et alors moi, d'habitude, j'aime bien hein, avoir des bonnes notes et du bon chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Mais là, non. Là, j'ai pas fait la maline parce que j'ai eu 18,5 sur 20. Donc, au-delà de 15 sur 20, c'est un cas critique. Alors, maintenant, avec du recul, mon oncologue m'a dit clairement, Marie, parce que moi, je l'ai annoncé à tout le monde, c'était le 1er avril 2022. Et le 27 avril, déjà, j'étais passée au bloc pour qu'on me mette le boîtier, le porte-à-4, et j'étais en chimiothérapie. Donc, c'est allé très, très vite. Moi, je me suis dit, c'est cool, enfin, c'est bon signe, quoi, que ça aille vite. Et non, là, avec du recul, on m'a expliqué qu'en fait, ce n'était pas du tout bon signe. Clairement, je suis passée avant d'autres patientes pour ne pas que ça se généralise ailleurs, quoi. Voilà, un cancer Mm. généralisé qu'on appelle. Voilà. Alors, moi je vais anticiper une question que j'aurais aimé que vous me posiez. Et alors, du moins, on va le faire à l'inverse. Est-ce que, est-ce que, mesdames, du coup, alors moi, je ne vois que Maxime, un monsieur, et ah non, il y en a un autre de l'autre côté, mais bon, Jean-Christophe. voilà. Est-ce que, mesdames, vous savez vous autopalper? Vous avez le droit de dire non. Moi, mes copines, par exemple, ne savaient pas jusqu'à ce que je leur montre. Est-ce que Non, vous mais je sais savez pas. réaliser ce geste ou pas? Non. Parce que même moi, dans mes amis, je vais être très sincère avec vous. Je dis à mes amis, là pour le coup, heureusement que je me suis fait l'autopalpation, puisque j'avais, là entre-temps, j'ai fait une réduction mammaire, mais j'avais, comme disait Marie-Françoise, une poitrine généreuse, voilà. Et quand j'ai commencé, du coup, à en sentir une grosseur, il y avait quand même 5,7 cm de tumeur. C'est Voilà. incroyable. Donc, et alors quand je dis à mes copines, heureusement que je me suis fait l'autopalpation, mes copines ont éclaté de rire en associant ça vraiment à la partie sexuée, enfin voilà. Alors que, mais pas du tout. Et je leur redis ma phrase, je connais aussi bien mes seins que mes mains. Voilà, c'est nos C'est mains, vrai. on les regarde tous les jours, mais pourquoi nos seins, on les regarderait pas tous les jours? Donc, très rapidement, comment se passe l'autopalpation? Je ne vais pas vous déshabiller, Maxime, je te vois sourire. On se calme. Alors, je vais essayer de me mettre à votre hauteur. Je monte mon fauteuil. Et là, je vais me mettre de côté. Voilà, je monte voir mes seins. Donc, un sein, il est rond. On le divise en 5 parties. Une croix, un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts. Le cinquième, c'est le téton, l'aréole. On est d'accord jusque-là? Ok. On prend 3 doigts, si vous savez faire ça. Donc, on plie le pouce, on plie le petit doigt, on garde les 3 plus grands. OK? On met la main, bon, par exemple, je vais démarrer par le sein droit, ma main droite, je la mets derrière ma tête, ici. Oui. OK? Oui. Et ensuite, on fait quart de sein par quart de sein. Donc, je démarre, peu importe, hein, par le haut, et je descends. Donc, de haut en bas. De haut, enfin, comment vous dire? Enfin, De l'intérieur vers Extérieur, extérieur, de de intérieur. l'extérieur l'extérieur intérieur. vers l'intérieur. Voilà. Et on fait ça sur les 4 quarts du sein, tout autour. Et quand on a fini Moi, ça, ça fait mal, tu vois. ça fait mal. Ouais. Quand on fait ça, on appuie au niveau du téton
Et on va sur le système lymphatique. Alors, le système lymphatique, il est ici, jusqu'en haut. Quand on vous dit les ganglions, là, jusqu'ici. Et ensuite, jusqu'ici au niveau du bras. Voilà. Je fais tout le tour en palpant ici. Quand vous avez fait ça, franchement, ça dure 4 minutes, 2 minutes de chaque côté. C'est bon. Voilà. Après, concernant les traitements, là, je reviens pour ne pas affoler tout le monde non plus. On a chacun son cancer, on a chacun son caractère, son organisme qui réagit différemment et surtout son mental. Donc ça, C'est c'est ça. hyper important. Moi, j'ai eu 12 séances de chimio, j'ai eu 18 séances de radiothérapie. J'ai eu la chance de jamais vomir, de ne pas m'arrêter de travailler parce que c'était dans ma tête. Et moi, mon focus, je l'ai fait sur mes cheveux. C'est très con, hein, quand on vous annonce un cancer de penser qu'à vos cheveux. Mais enfin, à ma fille d'abord et après à mes cheveux. Mais ça a été mon leitmotiv pendant tout mon protocole. Et de ce fait, est-ce que c'est ça qui... c'est psychosomatique, j'ai pas eu d'autres effets secondaires, ce qui fait que j'ai eu la chance de ne pas être malade. Donc, il y a des gens aussi qui ne sont pas malades avec certains traitements. J'ai mis un casque réfrigérant, donc ça, je vous le dis parce que si je vous le souhaite à personne, hein, même à mes pires ennemis, que je n'ai pas. Mais si jamais vous êtes confronté, on ne propose pas beaucoup, mais il existe un casque réfrigérant. C'est comme un casque d'aviateur, en fin de compte. Bon, c'est très moche, vous avez l'air con, mais c'est très froid aussi, puisque c'est à -18 dans un congélateur. Et ce casque, il faut le mettre, si vous décidez de le faire et de pouvoir l'endurer, à chaque séance de chimiothérapie. Et le faire changer, enfin moi je sais que je me baladais avec ma potence et que j'en piquinais les filles en rigolant en disant les filles, il faut changer mon casque. Et donc tous les 20-25 minutes de changer ce fameux casque pour réduire en tout cas l'accès du produit à la bulbe du cheveu et permettre de garder tes cheveux. Alors, ils étaient complètement pourris, ils étaient forcément abîmés, pas de coloration possible, et forcément un peu filasse, c'est pas beau. Mais j'ai eu la chance de pouvoir les garder. Donc, ça existe aussi. C'est des choses qu'on ne vous propose pas forcément en hôpital ou en clinique privée. Mais que vous pouvez solliciter parce que tout le monde est équipé normalement. Moi, j'ai fait même 2 chimios en Corse parce que je voulais partir, mais c'était la condition sine qua non de partir un petit peu en vacances, qui est ce casque-là à Bastia. Et il avait. Donc, ça m'a permis de m'échapper un petit peu de cette routine un peu sinistre, on va dire. Voilà. Donc, voilà, chacun est différent, chaque traitement, chaque protocole, chaque action. Mais le mental, l'activité physique, à chacun sa hauteur et c'est important. Voilà.